Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Olivia. Et merci d'être avec nous. Merci de prendre du temps sur ton travail, sur tout ça pour répondre à quelques questions. En fait, on n'en a pas, on en a plein en fait des questions à te poser. Mais avant ça, moi je te connais, mais les autres ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Marie-Sophie Dangon. Je suis coach professionnel. Je travaille aussi dans une école de commerce où je coach aussi des étudiants pour leur parcours professionnel, donc parce qu'ils sont en alternance. Et dans mon activité d'indépendante, donc j'ai ma propre structure qui s'appelle Boussole Coaching. Et donc, j'aide surtout des personnes du coup qui sont dans le monde du travail, monde professionnel. Ça peut être des cadres, des salariés, voilà, ou d'autres, ou tout type de travailleurs, on va dire, sur des thématiques très centrées sur la confiance en soi, voilà, la prise de parole en public. Alors, je suis moins spécialisée là-dessus, mais je peux aider quand même. Le syndrome de l'imposteur, qui revient très souvent. D'accord. Voilà, comment mieux communiquer dans son travail pour oser en fait évoluer, oser demander une promotion, parfois une augmentation, oser changer de travail aussi. Il y en a qui ont besoin d'aide aussi là-dessus. Donc, moi, j'aide toutes ces personnes-là. Ma mission, on va dire, de cœur, c'est vraiment d'aider les gens à se sentir sereins et épanouis le plus possible dans leur travail. D'accord, ok. Et je crois que dans les accompagnements que tu as, tu as souvent l'occasion d'observer des profils qui finalement souhaitent, tu le dis, accéder à telle ou telle fonction ou passer peut-être ou demander telle ou telle promotion ou passer peut-être des oraux. Et lorsqu'ils se retrouvent en situation, c'est-à-dire finalement lorsqu'ils sont pris du but, euh, eh bien en fait ils subissent le moment. Alors ma question c'est finalement comment fait-on pour ne pas être paralysé par la peur, mais plutôt finalement vivre le moment qui est redouté, et effectivement, mais qui est finalement voulu puisqu'il répond à une aspiration d'évolution professionnelle. Oui, absolument. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà observé, notamment chez l'une de mes clientes. Euh, alors, elle, du coup, c'était dans le cadre d'un entretien où, comme tu le dis très, très bien, très justement, elle subissait tous ces entretiens dès lors qu'il fallait qu'elle parle d'elle, de son projet, de ses envies, etc. Et c'était comme si la personne en face, ça allait être quelqu'un qui allait comment dire, la persécuter presque, ou lui faire passer un très mauvais moment. Et donc, tout l'enjeu de l'accompagnement avec elle, ça a été de lui montrer qu'en fait, elle fait cette démarche pour elle. Et donc, elle a aussi des questions. Elle a aussi des ambitions, des envies auxquelles la personne en face doit être capable de répondre. Donc, c'est vraiment un jeu de rééquilibrage, en fait, mais plutôt mental, hein, bien sûr, pour que ne se dise pas c'est moi qui dois tout donner, c'est moi qui dois absolument convaincre. Donc évidemment que si, il y a une partie où mais on doit aussi se dire que on est là aussi pour recevoir de l'information et surtout valider que l'information correspond bien à nos attentes. Il y a vraiment ce jeu de on arrête de se positionner un peu en position victime, oh là là, je vais me faire taper, je vais passer un très mauvais moment. Non, on respire et on se dit, en fait, je sais pourquoi je suis là. Et je pense que c'est tout l'enjeu aussi de ces personnes qui sont dans ces situations, c'est de ne pas perdre le cap. Moi, c'est vraiment ce que j'observe, c'est on démarre une démarche d'oral, d'évolution, etc. Et en chemin, on se perd parce qu'on voit toutes les difficultés d'un oral, d'un entretien, où on va se dire, on va avoir des questions horribles, ça va être l'enfer, alors que non, en fait. On est aussi là pour soi-même poser des questions et s'assurer que on est au bon endroit, que ça correspond bien à ce qu'on souhaite et que si ce n'est pas le cas, eh ben, on n'est pas forcé d'accepter. C'est aussi, je fais un petit peu
le lien avec mon travail, avec mes étudiants, j'ai des étudiants qui parfois ont peur d'aller passer un entretien parce que si jamais ils y vont, ils se disent bah, je vais être obligé de signer le contrat derrière. Mais non, 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 non. Moi, je leur dis très souvent, ça peut être un entraînement aussi. Si c'est pas celui-là, ce sera un autre. Donc, dans un oral, effectivement, on doit prouver, on doit montrer quelque chose, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, ça peut même se transformer en échange, en discussion au sujet de choses qui nous intéressent nous-mêmes, finalement. Donc, c'est pas forcément un mauvais moment. Oui, et souvent, quand on fait ces entretiens-là ou ces oraux et que, lors des examens, hein, et que ça se transforme en réelle discussion, c'est qu'on a, normalement gagné et qu'on a gagné de part et d'autre. C'est-à-dire que le jury, bah, nous, commence à sentir qu'en fait, on est un candidat solide et un candidat avec lequel on a envie de travailler et puis pour nous, en fait, on sent que, bah, en fait, c'est agréable et que c'est, peut-être là notre place. C'est très, bizarre effectivement ce sentiment-là de finalement se projeter dans un projet, dans une fonction qu'on veut, hein, et puis finalement quand on est face à cet entretien-là, eh bien on se retrouve, tout petit, Mm. plus de confiance en nous, Mm. et devant répondre à toutes les demandes et objections, des personnes qui sont devant nous. Or en fait, bah, même là, même à ce moment-là, en fait, faut pas s'oublier. C'est ce que tu dis un petit peu. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Comme je disais, garder le cap. On est là pour une raison, faut pas l'oublier, tu as raison. Et c'est OK si tout fonctionne pas comme prévu, mais voilà, garder le cap le plus possible. Donc tu penses en fait que toi, ça, c'est relié à une certaine notion, de légitimité? Et notamment, si c'est le cas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie se sentir finalement légitime dans un contexte professionnel? Alors, c'est une question qui est complexe, très complexe. Là, je pense que pour le coup, il faudrait un oral au moins de 4 heures pour pouvoir répondre à ça. Mais c'est vrai que oui, la légitimité, comment dire, c'est un sujet qui est, en fait, qui est propre à chacun. C'est très personnel. J'ai écrit donc moi mon mémoire sur, entre autres, sur ce sujet-là de la légitimité et j'avais vu qu'en fait, on a tendance à confondre un petit peu légitimité et le côté très norme, loi qu'on impose dans une structure bah, institutionnelle en fait. Et d'ailleurs, légitimité et loi, ça vient du même mot latin qui est lex legis. Donc les deux se confondent. Donc, il y a ce côté très normatif, il faut faire comme ça, il faut être validé par l'ensemble des parties d'une société pour se sentir à sa place, etc. Limite, il faut voter. Voilà, on parle je me souviens que j'avais pris un exemple d'une élection municipale où en fait la légitimité du maire, je crois, enfin en tout cas de l'élu qui avait été élu justement, avait été questionnée au vu du oui, du peu d'électeurs qu'il y avait. Il avait gagné, mais il y avait tellement peu d'électeurs par rapport à toute la population que du coup, c'était bizarre. Et la légitimité, du coup, était remise en question, alors qu'il a été élu dans un cadre normé, voilà, d'une institution, etc. Mais voilà, donc là, il y a en fait, ça s'entrecroise, ça se confond. Je pense que de façon très individuelle, c'est extrêmement difficile de se sentir légitime dès lors qu'on n'a pas reçu la validation, l'approbation d'un ensemble de personnes autour de soi. Et c'est là qu'est la grande difficulté, je pense, de beaucoup de monde, c'est que cette approbation générale, mais elle est extrêmement rare, en fait. À aucun moment, on sort de chez soi et puis là, il y a une assemblée de gens qui nous attendent, qui nous applaudissent, bravo, c'est super ce que tu fais. Ben non. Donc la légitimité, en fait, parfois, c'est un peu à soi qu'il faut se la donner. C'est un peu comme de la reconnaissance. On ne Mmh. peut pas tout attendre des autres et c'est ça qui est très, très, très difficile. C'est souvent lié à ce syndrome de l'imposteur qu'on a. C'est un petit peu le négatif, on va dire, de cette notion. Moi, dans mes coachings, j'ai beaucoup de personnes qui reviennent avec ce syndrome-là. Et le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est typiquement, tu as peur d'être découvert. Tu as peur que l'ensemble du monde découvre qu'en fait, non, tu es un imposteur. Mmh. Mais c'est très compliqué. Et d'ailleurs, il y a plein d'exemples de plein de gens très connus. Je me souviens d'avoir entendu une interview de Omar Sy, donc
très grand acteur, qui a Mm. gagné plein de prix. Et ben, il a commencé à tordre le cou, apparemment, d'après ce qu'il disait, à ce syndrome de l'imposteur quand il a reçu son César pour son film d'Intouchable. C'est seulement à ce moment-là qu'il a commencé à se sentir un peu mieux. Je pense que plutôt que de se focaliser sur se dire je suis pas légitime, je suis pas légitime, en fait, quand on fait ça, on est dans sa tête. On est vraiment dans sa tête et on se laisse manger, bouffer en fait par ces pensées-là, euh, qui sont en fait des pensées automatiques, qui ne sont pas la réalité. Ça, c'est ce que je dis très souvent à des coachés, c'est pas la réalité. C'est notre cerveau qui est à l'œuvre pour dire oh, attention, zone d'inconfort, non, 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 ça on connaît pas, ça c'est nouveau, ça on n'a jamais fait, on n'est pas bon, c'est mort. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il nous protège de l'inconnu. C'est typiquement le cerveau reptilien qu'on a gardé de nos ancêtres préhistoriques, qui dès lors qu'ils sortaient de leur caverne, ils avaient peur de se faire manger par un mammouth. C'est purement ça, en fait. Mm. Tout l'enjeu aussi de notre travail commun à toi et à moi en termes d'accompagnement, c'est vraiment de montrer aux gens qu'en fait, la légitimité, elle se construit sur des faits et pas sur des pensées automatiques qui y reviennent. Et dans les faits, ne peuvent pas toujours être inclus l'approbation, la validation des autres, parce que sinon, mais jamais on s'en sort, en fait. Mm. Eh ouais. Et qu'est-ce que ça signifie alors cette notion de légitimité ou quand on aborde finalement les concours internes et les examens professionnels? Ben, pour moi, en fait, dès lors qu'on a l'idée d'aller dans ce genre de démarche, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de question à se poser. Pour moi, vraiment, la légitimité, c'est pas une question. Et une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que c'est bizarre de dire ça. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est beaucoup une question qu'ont tendance, alors je vais peut-être être clivante quand je vais dire ça, mais c'est une question qu'ont tendance à se poser les femmes Ah oui. par rapport aux hommes. Et en fait, moi, j'avais lu une étude comme quoi il y avait eu un cas où un homme et une femme arrivaient au même moment dans une entreprise, même poste, même compétences, même CV, tout ça. 6 mois après, l'homme avait osé demander une promotion, une augmentation. Il avait osé. Et en fait, typiquement, il ne s'est pas posé de questions. En fait, il ne s'est pas dit je le mérite, je ne le mérite pas, je suis légitime. Il a demandé. C'est tout. C'est tout. Alors que en parallèle, la femme, elle, non seulement elle ne l'a pas demandé, mais d'après l'étude, elle était dans une réflexion où elle se disait, avant de la demander, je vais attendre de continuer à faire mes preuves, de montrer que mon travail fait ses preuves, et là, on va me la donner sans que j'ai à le demander. Ouais. Mais en fait, ça marche pas. Donc, moi, ce que je pense être une attitude intéressante quand on aborde des concours, c'est arrêtons de se demander si on peut le faire, etc. Essayons, en fait. Essayons. Et puis ensuite, entre guillemets, on voit dans la préparation, est-ce que du coup, la préparation, on se dit que bah oui, ça nous correspond bien, ça nous plairait bien. Parce qu'il y a aussi ça, en fait. On est beaucoup dans le est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit? Mais moi, la question que je pose souvent, c'est mais est-ce que ça vous plairait Mm. de le faire, Eh oui. finalement? Eh Donc, oui. je pense que c'est cette idée de est-ce que je suis légitime? Pour moi, essayons de la remplacer par une question, est-ce que j'en ai envie? Et du coup, si j'en ai envie, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place pour tenter d'atteindre mon objectif? Parce que c'est pas Mm. parce qu'on en a envie qu'on atteint son objectif. Parfois, il y a plein de facteurs externes qui font qu'on n'y arrive pas. Et c'est pas grave. C'est pas forcément un échec. Ça peut être une redirection aussi. Mais voilà, je pense qu'il faudrait peut-être plus l'aborder de cette façon-là. Oui. Pour te dire, j'ai eu parfois des personnes qui sont venues vers moi, qui sont des adjoints administratifs et qui m'ont demandé, bah, moi j'aimerais bien devenir magistrat, mais je me sens pas légitime en fait de passer le concours. Ah oui, Euh, juste pas pour. c'est ça, de passer le concours et de se dire, non, il faut d'abord que ben, je fasse les étapes intermédiaires, s'il y a étapes intermédiaires, en tout cas dans leur imaginaire, c'était le cas.
Et il faut que d'abord, peut-être, je tente d'abord greffier. Et ensuite, une fois que je serai bien installée, eh bien, à ce moment-là, je pourrai passer le concours. Donc, en fait, de se mettre des étapes. Alors, ce peut être aussi un vrai projet que de passer par ces étapes-là. Et effectivement, puisqu'elles sont enrichissantes et permettent d'acquérir des compétences supplémentaires. Mais le saut aussi adjoint administratif ou contractuel et bah, concours de l'ENM, ça se fait aussi. Et c'est vrai que de t'interviewer, c'est intéressant bah, de comprendre, et peut-être que tu vas nous aider davantage encore, à, à permettre de faire ce saut-là aussi, possiblement. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je vais passer à une autre question, Marie-Sophie, parce que finalement, des fois, j'ai la sensation, en tout cas, je ne sais pas toi, mais quand tu accompagnes les gens, que parfois, ils ne sont même pas en conscience, en fait, de cette question de la légitimité ou pas, ou le droit de se donner le droit. Parfois, en fait, ils n'ont pas conscience que eux-mêmes se disent ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les manifestations finalement d'une perte ou d'un manque de ressenti, hein, finalement, de légitimité? Bah, ça va surtout se jouer dans la tête. Ça va surtout être des pensées automatiques qui vont revenir. Ou aussi, voilà, donc dans les pensées, il y a je vais pas y arriver, ça sert à rien. Mais des gens comme moi, en fait, non, ça marche pas. Personne n'écoute les gens comme moi, ou on va se moquer de moi parce que je viens de tel, voilà, tel endroit ou telle fonction. La deuxième manifestation, je dirais, bah, c'est de l'inaction, finalement. C'est, bah non, en fait, je renonce. Non, non. Et moi, je le vois beaucoup dans le renoncement, ne serait-ce qu'à l'expression juste verbale de ce qu'on veut faire. Ça, c'est incroyable. Juste, je vais dire, ah non, non, en fait, non. Donc, en fait, finalement, même la première chose, Marie-Sophie, que tu dis, même avant de rentrer dans l'action, c'est juste de le verbaliser, de le conscientiser. Je veux ça. En fait, je veux ça, je veux faire ça. Et après, on va peut-être mettre les jalons de l'action, mais je veux déjà le verbaliser. Mm. En fait, on est tellement dans sa tête à se raconter son histoire que si on la sort différemment, ça fait peur et du coup, c'est plus concret, c'est plus réel. Et là, d'un seul coup, on se crée encore plus de peur. Donc, encore une fois, la fonction première du cerveau, c'est de nous garder en sécurité. Donc, si on va formuler quelque chose qui est contraire à ce qu'on s'est dit, on n'est plus en sécurité. Eh On oui. n'est déjà plus en sécurité. C'est déjà un danger, en fait. Et Donc, comment voilà. tu positionnes finalement cette question, qu'on on est autour de cette légitimité, de se donner le droit, comment tu positionnes cette notion par rapport à la notion bah, finalement de confiance en soi? C'est la même chose ou pas en fait d'avoir confiance en soi et de se dire légitime à? Je pense qu'effectivement, les deux sont liés. Et je pense que plus on gagne confiance en soi, et moins cette question de légitimité a de la place, tout simplement. Je pense qu'il y aura toujours une petite voix intérieure. C'est ça, c'est le cerveau qui marche tout seul. En fait, on ne peut pas l'en empêcher. C'est, je pense, un moyen d'apprivoiser cette petite voix en lui disant, oui, bon, ok, j'ai entendu, mais j'ai peut-être quand même essayé. J'ai peut-être tenté quand même. Quand même, on verra. On verra ce que ça donne. Au pire, bon, ça marche pas, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie d'essayer. Je pense qu'il y a ça aussi. Et puis la confiance en soi, alors, il y a énormément de définitions, donc je ne vais pas me lancer dans une définition unique. Moi, ce que je sais surtout, comment dire, la confiance en soi, c'est beaucoup la confiance en ses propres capacités. Se dire, ouais, je peux le faire. Ouais, je vais le faire. Parce que peut-être je l'ai déjà fait. Ou peut-être j'ai déjà fait quelque chose qui ressemble. Ou même si j'ai jamais fait quelque chose qui ressemble, bah ouais, peut-être que oui, en fait. Peut-être que je vais quand même y arriver. Et puis il y a aussi ce côté très confiance en la vie en général, en se disant, même si là, j'ai pas les capacités ou j'ai peut-être pas toutes les compétences, bah en fait, on sait jamais. Si ça se trouve, demain, je vais trouver un formateur qui va m'aider. La personne que j'aurai à l'oral en face de moi, peut-être que son parcours sera similaire au mien. Voilà, c'est très souvent ça en fait aussi, hein, la confiance en soi. C'est se dire que, en fait, c'est voir plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide et voir aussi plus d'opportunités potentielles que de barrières qu'on se met soi-même. Je pense que c'est ça aussi.
Mm. Finalement, la confiance en soi, dans ce que tu dis, on pourrait réussir à l'acquérir davantage en se sentant mieux, hein. Absolument. Et tu dis aussi, un autre point peut-être, la confiance en soi, on pourrait l'augmenter en ayant en fait, bah, peut-être des aspirations, je sais pas, tu parlais un peu de spiritualité finalement, de croire en la vie, de croire, en ce genre de choses qui pourraient en fait peut-être pas confiance en nous vraiment, mais à un système ou oui, à la vie qui nous est réservée. Donc en fait, on aurait peut-être 2 chemins possibles pour accéder à une plus grande confiance en soi. Est-ce que tu penses que, si j'ai pas confiance en moi, ça va impacter ma performance à un examen ou un concours interne, un examen professionnel? Oui, dès lors que justement ces petites voix prennent le pas sur tout le reste. C'est-à-dire que moi, quand j'étais par exemple en études, que ce soit au lycée ou ailleurs, j'avais pas nécessairement confiance en moi. Par contre, à un moment donné, pendant l'examen, bah, fallait dépoter, quoi. Et donc, quand tu as 3 heures, 4 heures d'examen, même à l'oral, en fait, au bout d'un moment, tu es obligé de mettre en stop ces pensées-là. Tu es obligé d'être dans l'action. Et c'est tout justement là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on est paralysé ou pas? Si on est paralysé parce qu'on n'a pas confiance en soi, effectivement, là, ça peut poser problème. On peut ne pas aller jusqu'au bout de sa démarche. Euh, mais pour moi, dans un examen, comme tu disais, la connaissance de soi, c'est très important. Je pense qu'à un moment donné, il faut réussir à travailler ces pensées-là pour qu'elles arrêtent de nous empêcher de faire ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire en plus. Parce que si on est à cet examen, bah, c'est qu'on s'est préparé, c'est qu'on s'est entraîné. Donc les choses, on sait les faire, on sait les dire. Si la petite voix dans ma tête dit non, 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 on va pas y arriver, bon, bah là, du coup, on sait plus en fait. Je pense que la confiance en soi, c'est important justement pour à un moment donné dire, OK, j'ai compris, j'ai entendu. Par contre, là, dans les 2 heures qui suivent ou dans la demi-heure qui suit, terminé, bonsoir, il faut que je dise, il faut que je sorte quelque chose. Et en fait, c'est de revenir dans l'action, en fait. Et pour le coup, moi, ce que je dis très souvent à mes coachés, c'est quand tu es trop dans ta tête, reviens dans ton corps, histoire de calmer un petit peu tout ça. Donc, il y a voilà, des notions d'ancrage au sol, de respiration, cohérence cardiaque, pour en fait, justement, switcher ce truc-là, de se dire, j'ai tellement pas confiance en moi que je vais pas y arriver. Mmh. Non, mais là, en fait, je suis là maintenant tout de suite, bah, j'ai plus le choix, en fait. Donc, allez, on y va. Mmh. Oui, allez, on y va et j'ai envie de te dire et profitons du moment. Profitons Absolument. du moment, de toutes les manières, je suis obligée de le vivre ce moment-là, donc tant qu'à faire, est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer de le vivre avec, une énergie, positive? C'est ça, hein. Est-ce que tu pourrais nous donner, une stratégie concrète, quelque chose de pratique que peut-être tu as l'habitude de recommander ou que tu pourrais recommander aux agents des services de greffe judiciaire, pour renforcer leur sentiment finalement de légitimité lorsqu'ils postulent à un nouveau poste ou se préparent à un examen professionnel ou à un concours interne? Alors pour moi, dans la démarche de concours, dans le passage d'oral, etc., donc évidemment la préparation en amont, ça c'est très important. Je pense que ça sert aussi beaucoup à se rassurer soi-même, à se dire, voilà, je suis dans les temps. Ou alors aussi, parce que maintenant que je dis ça, ça me fait penser à autre chose, euh, toujours lié à la connaissance de soi. euh, Peut-être que les personnes en question sachent reconnaître, identifier quel est leur mode de travail. Alors, je sais plus comment, je crois qu'on appelle les chronotypes, les trucs comme ça. Moi, Mmh. je sais que par exemple, tu me mets une réunion à 9 heures, ça va être de la torture pour moi, mais horrible, horrible. Alors que, bon, bah là, tu vois, on est le soir, je travaille très bien le soir, très, très, très bien le soir. Et d'ailleurs, quand j'étais en études pour mes études de coaching, j'avais un travail en parallèle et je devais du coup travailler sur mon mémoire le soir, mais ça allait tout seul, quoi. Ouais. Alors que si tu me mettais à 14 heures, bah alors là, j'aurais été la plus efficace possible. Donc, peut-être essayer aussi déjà, commencer par ça, se dire, ok, quel est le meilleur moment dans la journée ou dans la semaine? Alors, bien sûr, en tenant compte aussi des vies personnelles, hein. Les gens qui ont des enfants, qui ont d'autres activités à côté. Voilà. Déjà, essayer de trouver un système qui fonctionne avec assez de soutien, du support des amis, de la famille, etc., Mmh. pour que ça fonctionne. Ça, je pense que c'est très important. Le soutien aussi personnel.
dans ces démarches-là. Il y a aussi deux choses, en plus donc du système, une fois que le système est bien, en termes de vraiment de contenu de préparation. euh, pour moi, pour moi, il y a deux choses. Il y a toute la préparation, bien sûr, des connaissances à avoir. Enfin, voilà, j'imagine. Bon, là, pour le coup, c'est toi qui t'y connais le mieux. Euh, voilà, comment aborder tel ou tel sujet, comment sont faits les concours, etc. Pour bûcher à fond et s'entraîner. Efficacement. Voilà, tout à fait. Mais d'un point de vue très pratico-pratique, justement, sur ce truc de légitimité, quelque chose que je fais bah, typiquement avec certains de mes étudiants, quand ils m'apportent leur CV, euh, très souvent sur les CV, tu sais, tu as la partie compétences avec des choses un peu techniques. Donc, par exemple, ça va être les logiciels qu'ils maîtrisent, etc. Il y a la partie langue, bien sûr. Et puis, très souvent, manque la partie savoir-être. Mm. Je leur dis à chaque fois, elle est où cette partie? Et à chaque fois, ils me répondent, non, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi mettre, etc. Ok, vous ne savez pas. Très bien, pas de souci. Sur votre CV, vous avez une liste d'expériences. Et ben, vous reprenez chacune de ces expériences et vous vous remémorez du coup ce que vous avez fait, ce que vous avez, voilà, quel projet vous avez mené, quels ont été les résultats et retirez-en du coup ce que vous en avez appris. Est-ce que ça vous a appris à être flexible? Est-ce que ça vous a appris à être organisé? Voilà, donc pour moi, ça, c'est vraiment un travail vraiment bah, de développement personnel, en fait, pour mieux se connaître aussi et pour en fait se rappeler sa propre histoire. Moi, ce que je vois beaucoup dans mes coachés, c'est des gens qui arrivent à un stade où ils en sont et en fait, ils savent plus trop comment ils en sont arrivés là. Et du coup, pour l'étape d'après, bah, c'est tout de suite plus compliqué parce que en termes d'arguments, on est un peu court. J'ai même une de mes anciennes clientes qui m'avait dit que en fait, elle voulait au début du coaching, elle voulait évoluer vers une certaine fonction. Et en fait, à un moment donné, elle m'a dit, mais en fait, je sais plus si je veux, je sais plus, parce que je sais que c'est l'étape d'après dans la logique des choses, mais en fait, là, je sais plus si j'ai envie de le faire, quoi. Parce qu'avant, j'ai fait autre chose. Et en fait, je me souviens que dans mon ancien travail, j'avais fait telle chose, et ça, c'était quand même plus intéressant, je préférais. Donc, en fait, tout ça pour dire que par rapport à cette histoire de légitimité, pour moi, vraiment, le truc le plus important, en fait, c'est de se rappeler sa propre histoire. C'est de se dire d'où je viens, pourquoi je suis là, pourquoi je veux faire ce que je veux faire après. Oui, c'est Et le moteur. Mm. exactement, c'est le moteur. C'est pas le faire en mode bah, parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que alors là, Mm. c'est sûr qu'on va dans le mur, sauf si on est un robot qui est à fond dans ses révisions et on avance et il n'y a pas de souci. Mais en termes de motivation, ça va pas suivre et ça va probablement entraîner beaucoup de souffrance après au travail. Donc pour moi, vraiment, cette légitimité-là, dans cette préparation, si on veut s'y attarder, si on veut vraiment se rassurer en fait vis-à-vis de ça, c'est se remémorer son parcours, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appris, tout ce qui fait de nous-mêmes quelqu'un de singulier, quelqu'un qui a ses forces, alors ses points d'amélioration, ok, certes, mais quand même ses forces, tout ce qu'on a fait avant, on n'est pas là pour rien, on n'est pas là par hasard. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui est hyper important. Se dire que, bah, qu'on est à notre place, en fait. Que si on a décidé d'être là, bah, en fait, c'était la bonne décision. Et puis, il n'y a pas de raison. Et puis, tout ce qu'on a fait avant, comme tu disais, le fait d'être adjoint administratif et de passer magistrat, mais en fait, quand on a été agent administratif, on a appris plein de choses. On est déjà au cœur du sujet. Il y a certainement plein de choses techniques qu'on a apprises, qu'on a acquises, qui pourront servir quand on sera magistrat. Et puis tout le reste entre les deux, si jamais il y a un entre-deux, bah en fait ça s'apprend. Ça, c'est pas le sujet. Donc Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que en fait, on est là sur un sujet d'évolution professionnelle. C'est-à-dire quand je veux passer un concours ou quand je veux une mutation, un détachement, on est sur une évolution professionnelle. Et finalement, tu nous parles de développement personnel, en fait. Et j'ai la sensation que finalement, mon évolution professionnelle, bah, ça me permet de mieux me connaître moi. Et ce que tu dis aussi de très important, c'est que on peut avoir une idée il y a 5 ans avec un objectif qu'on n'a pas encore atteint, ok? Mais peut-être qu'aujourd'hui, si on se pose à nouveau, ben en fait, c'est plus le même objectif. Et en fait, ce que tu dis, c'est de faire le point aussi régulièrement sur l'objectif que l'on souhaite et
points pour y arriver, les actions à mettre en place pour y arriver, et que peut-être, au fur et à mesure de ces actions, l'objectif final va peut-être un petit peu bouger, peut-être même va complètement bouger, et c'est OK, en fait, Et parce que c'est ça va nous correspondre au moment de notre vie, au moment d'évolution de notre vie. Donc, en fait, évolution professionnelle, mais en fait, tu nous parles de développement personnel, mais c'est la même chose. pour moi, les deux sont vraiment liés, effectivement, parce que, et c'est un petit peu l'enseignement des générations avant. Pourquoi y a-t-il autant de personnes qui arrivent à leurs 50 ans, 60 ans et qui d'un seul coup se retournent et se disent qu'est-ce que je fais là? Pourquoi burn-out, etc. Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'en fait, pendant des années, des décennies, le parcours professionnel, c'était une ligne droite et puis terminé, pas de sujet. Alors qu'on a aussi le droit de se poser des questions. Et puis il y a des gens qui font des choix, pas pour eux, mais pour d'autres personnes. Mais on nous a pas appris à se poser ces questions-là et à prendre le temps pour se les poser. Exactement, ça c'est tout à fait vrai. Donc c'est pour ça que l'accompagnement, c'est tellement important pour ça, parce que Mm. moi, je sais que la première fois que j'ai été accompagnée, effectivement, c'était par un conseiller en bilan de compétences et il me posait des questions et je lui avais dit, mais je me suis jamais posé ces questions en fait. Et depuis, Alors qu'elles sont essentielles, en fait. Elles sont oui, essentielles pour ton évolution. Ouais. exactement. Et puis même moi, pour ma vie personnelle, tu as beaucoup de choses à... Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte dans son évolution professionnelle. Et après, c'est le choix qu'on fait comment dire, de faire passer, enfin, plus ou moins, sa vie pro avant sa vie perso, ou l'inverse, ou que les deux s'accordent bien. Oui, mon sujet plutôt, c'est de trouver l'équilibre en fait entre tous ces objectifs-là. C'est se poser en fait sur tous ces domaines de vie, on va dire, personnel, professionnel, tout social, hein, tout ce qu'on veut, et de voir la place qu'on veut accorder à chacun de ces domaines, et qu'il y ait un juste équilibre pour chacun d'entre nous, qui sera différent pour les autres, hein. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et éviter au maximum la comparaison. Je sais que c'est hyper dur. Mm. Et au maximum, parce que la voisine à côté, elle aura jamais les mêmes objectifs que toi, ou le voisin, il fera un choix qui te paraîtra génial, alors qu'en fait, finalement, si tu te mets à sa place, tu te dis, bah, je sais pas si j'aurais envie de ça. C'est voilà, c'est vraiment, effectivement, il y a un côté très développement personnel. Alors, ça paraît très égoïste, mais moi, je pars du principe que si déjà on se connaît bien, si déjà on fait le travail personnel, et bah, du coup, on est plus apte en fait à vivre ensemble, à vivre avec les autres. Donc, voilà, pour moi, ça reste très important, effectivement, dans la carrière. Et juste pour finir sur notre interview, Marie-Sophie, est-ce que tu pourrais nous donner un message, enfin, finalement, quel serait le message d'encouragement que tu souhaiterais passer donc aux agents de grève qui hésitent à se lancer dans finalement de nouvelles opportunités professionnelles par peur de ne pas être à la hauteur? Ah, le message, ce serait de... Alors, je vais pas vous dire croyez en vous, parce que bon, ça, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai envie de dire essayez. Mm. Essayez, et si ça arrive, rien ne sera grave, rien ne sera voilà, irréversible. Si vous avez déjà du coup décidé voilà, de passer ces concours, etc., bah, bravo, c'est super. C'est que vous êtes à votre place déjà. Et voilà, continuez. Et bah, enfin, voilà, je ne vous souhaite que de la réussite. Et quand je dis réussite, ça ne veut pas dire que il y a des échecs, etc. Non, même si les concours ne donnent pas ce que vous souhaitez ou tout ne se passe pas comme prévu, ce ne sera pas des échecs pour autant. Au contraire, ça vous donnera de toute façon une perspective différente de ce que vous avez déjà. Et le risque que vous prenez, c'est que ça puisse vous plaire. Mm. Non, et c'est très juste ce que tu dis, c'est que déjà de se laisser la chance d'eux. Et surtout, c'est vrai que même si le résultat n'est pas bon, on apprend toujours quelque chose. Alors c'est vrai que c'est aussi des phrases un peu type, mais c'est une réalité, les avoir vécues, hein, de se lancer dans quelque chose et puis finalement de ne pas y arriver et finalement de voir qu'il y a autre chose derrière qui est encore beaucoup mieux, qui nous correspond davantage. En tout cas, c'est en ressortir de ces échecs aussi, hein, potentiellement, d'en ressortir les leçons pour améliorer ou voire même de voir peut-être autre chose derrière, une autre leçon qui était cachée
et qui arrivent. Et là, on fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, en croire à la vie aussi, hein, et croire en notre chemin. Tout à fait. De toute façon, rien n'arrive par hasard. Et même les décisions qu'on prend, c'est jamais anodin. Donc, ouais. Et puis, si le résultat n'est pas celui qu'on souhaitait, bah, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a autre chose de bien mieux derrière. Mm. Merci beaucoup, Marie-Sophie, de nous avoir donné de ton temps, tous ces conseils, toutes ces réflexions. Merci beaucoup. Je pense que ça va nous apporter beaucoup. Merci. Merci à toi. Et puis, j'espère que ça aidera, du coup. Avec grand plaisir. Si cet entretien t'a plu, n'oublie pas de liker cette vidéo ou de t'abonner à la chaîne.